Imaginez un pays qui est mondialement célébré pour ses investissements vraiment titanesques dans l'énergie solaire et éolienne. Ouais, un vrai pionnier régional en fait. C'est ça, un pays qui abrite l'une des plus grandes centrales solaires concentrées de toute la planète. Absolument. Et pourtant, ce même acteur, il se prépare à dépenser 25 milliards de dollars. Waouh. 25 milliards, ouais. Et ça pour construire un pipeline d'hydrocarbures de 6900 km de long. C'est énorme. Mais carrément, un gazoduc qui va traverser 13 pays différents juste pour transporter du gaz naturel. Ce qui semble complètement contre-intuitif aujourd'hui, quoi. Bah oui, le contraste est tellement saisissant que ça frôle l'incompréhension. En fait, pourquoi investir une somme aussi astronomique dans une énergie fossile alors que le monde entier ne parle que de transition verte? Et surtout, s'engager dans une infrastructure avec une telle complexité géopolitique. Exactement. Bon, d'accord. Décortiquons tout cela. Ouais, on a du pain sur la planche. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, en nous plongeant dans les toutes dernières analyses économiques, géopolitiques et industrielles qu'on a rassemblées, c'est de comprendre les mécanismes profonds de ce gazoduc Afrique-Atlantique. Parce que c'est plus du tout juste une idée sur le papier, hein. Voilà. C'est un projet qui est en train de redessiner silencieusement toute l'architecture énergétique et économique du continent. Et on va voir ensemble qui en bénéficie vraiment et quel sera l'impact concret. Et tu vois, ce paradoxe entre le discours climatique ambiant et la réalité industrielle brute, c'est vraiment le point d'entrée idéal pour capter l'ampleur de ce qui se joue ici. D'accord. Parce que ce n'est pas juste un gros tuyau. Les sources qu'on a consultées montrent très clairement que l'étude de faisabilité, elle est achevée. Assez bouclé ça. Ouais, et le design technique préliminaire est prêt. Il a même été validé par l'Office national des hydrocarbures et des mines au Maroc, l'ONIHM. Ok, donc on est vraiment dans le concret là. Mais concrètement, on parle de quel volume? Alors, les chiffres donnent le vertige. On parle de déplacer 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. 30 milliards? Par an, ouais. Depuis le delta du Niger, tout au sud jusqu'aux portes de l'Europe. Et sur ces 30 milliards, si je lis bien nos notes, il y en a 15 milliards qui sont alloués uniquement au marché marocain et à l'exportation vers l'Europe, c'est ça? C'est exactement ça. Mais au-delà de la diplomatie, la vraie prouesse, elle est physique. Enfin, technique, quoi. C'est-à-dire? Transporter du gaz sur près de 7000 km, c'est pas juste souder des tuyaux en acier les uns aux autres et espérer que ça glisse. Bah oui, les documents d'ingénierie détaillent ce défi de physique élémentaire. En fait, quand un gaz voyage sur de très longues distances dans une conduite, la friction contre les parois internes provoque une chute de pression. Une chute inévitable, ouais. Voilà, donc pour maintenir ce volume de 30 milliards en mouvement constant, on est obligé de construire des stations de compression massives. Et ça tous les quelques centaines de kilomètres, le long du tracé. C'est fou. Et le truc dingue, c'est que ces usines, elles prélèvent une fraction du gaz qui transite. Bah oui, pour s'alimenter elles-mêmes. C'est ça, pour faire tourner leur propre turbine, pour recomprimer le reste du flux et le repousser vers la section suivante. Donc en gros, c'est un système géant qui respire et qui consomme sa propre énergie pour avancer. Exactement. Et au lieu de voir ça comme un simple tuyau de livraison d'un point A à un point B, c'est plutôt une sorte d'autoroute énergétique. Ouais, une autoroute avec des péages et des bretelles d'accès. Voilà, des bretelles pour 13 pays différents. Mais du coup, la conception du tracé doit être un cauchemar logistique. Totalement. C'est pour ça que le déploiement va pas se faire d'un seul bloc. Ça serait impossible. Ça serait suicidaire sur le plan de la gestion de projet. Donc la stratégie, elle est modulaire. Ok, étape par étape. Ouais, les sources indiquent que les premiers tronçons prévus visent d'abord à connecter le Maroc à la Mauritanie et au Sénégal. Des pays qui découvrent tout juste leur propre potentiel gazier offshore d'ailleurs. Exactement. L'idée, c'est de créer un marché régional fonctionnel au nord et à l'ouest en premier, D'accord. puis de descendre progressivement vers la Côte d'Ivoire, Ok. pour finalement atteindre le nœud central au Nigeria. Et le but, c'est un début de pompage continu prévu pour 2031. 2031, c'est demain. Mais bon, ça soulève le point de friction majeur, la question qui fâche. L'argent. L'argent, ouais. Mais d'où viennent les 25 milliards de dollars? Parce que c'est un chiffre qui dépasse largement les capacités d'emprunt direct de la plupart des États traversés. C'est sûr qu'il n'y aura pas de chèque unique signé sur un coin de table, hein. Non, ça on s'en doute. Les rapports financiers qu'on a étudiés montrent que l'architecture repose sur une ingénierie extrêmement complexe. Jean? Le montage prévoit la création d'une haute autorité au Nigeria et d'une société de projet spécifique au Maroc. D'accord. Tout ça en partenariat avec la compagnie pétrolière nationale nigérienne. Ok, donc on mutualise le risque au maximum. C'est le mot-clé. Parce qu'un fonds d'investissement privé, il va jamais placer ses capitaux dans un pipeline qui traverse 13 juridictions souveraines si un seul pays peut bloquer le flux sur une simple décision politique. Ouais, le risque politique est trop grand. Du coup, le financement n'est pas encore totalement bouclé.
Il nécessite de mêler des dettes souveraines, des garanties d'institutions de développement multilatérales, Et j'imagine des contrats d'achat verrouillés sur le long terme. exactement, pour garantir les revenus futurs. C'est la seule méthode pour assurer les marchés financiers. Mais alors, si c'est si cher, si c'est un tel casse-tête financier et logistique, pourquoi le Maroc se lance-t-il dans cette aventure titanique maintenant? C'est là qu'il faut regarder le grand échiquier géopolitique. Le basculement stratégique? Ouais, ce besoin impérieux de sécurité énergétique, il sort pas de nulle part. Les documents analysent très bien la fracture récente du paysage nord-africain. Parce que, historiquement, il faut le rappeler pour bien comprendre, depuis 1991, le gazoduc Maghreb-Europe acheminait le gaz algérien vers la péninsule ibérique. Et il traversait le territoire marocain. C'est ça. Et en échange de ce droit de passage, le Maroc prélevait une partie du gaz comme redevance, en fait. Ce qui couvrait, attention, plus de 90% de ses besoins nationaux en gaz naturel. 90%. C'est une dépendance totale. Et le système était d'une efficacité redoutable jusqu'à ce que des tensions politiques conduisent l'Algérie à fermer totalement ce robinet. Et les sources rapportent que cette coupure, de manière très neutre et factuelle, elle est intervenue vraiment au pire moment imaginable pour les marchés mondiaux. Ah bah oui. Le monde sortait à peine de la pandémie, la demande explosait de partout. Et surtout, le conflit russo-ukrainien a éclaté. La tempête parfaite. Carrément. L'Europe s'est retrouvée privée d'une grande partie du gaz russe et elle s'est mise à aspirer frénétiquement toutes les molécules de gaz disponibles sur le marché mondial. Ce qui a fait exploser les prix. Et l'énergie a été utilisée comme un vrai levier de pression diplomatique. Influant même temporairement sur les positions de puissance comme l'Allemagne, la France ou l'Espagne. Donc, dans cette configuration, le Maroc s'est retrouvé privé du jour au lendemain de son approvisionnement historique. C'est un cauchemar logistique. Un cauchemar économique aussi. Sans pipeline fonctionnel direct, il a fallu trouver des solutions d'urgence, quoi. Donc en gros, le Maroc s'est retrouvé à devoir colmater les fuites du toit avec du ruban adhésif de luxe en attendant de reconstruire la maison. C'est une bonne métaphore, ouais. Et les relevés douaniers de mars 2026 qu'on a sous les yeux illustrent très bien cette nouvelle chaîne d'approvisionnement maritime d'urgence. Ouais, les chiffres sont assez fous. Les données font état de 81 000 barils d'équivalent pétrole importés par jour depuis la Russie. Ouais. 63 000 barils depuis les États-Unis. On passe vraiment d'un flux continu terrestre à une dépendance totale envers des navires. Des navires soumis aux aléas climatiques, aux primes d'assurance et à la volatilité des marchés, ouais. Et d'ailleurs, le Nigeria ne figure pas encore dans ces gros volumes, d'où l'urgence du gazoduc. Mais attends, parmi ces flux de substitution, il y a une statistique dans nos sources qui est particulièrement frappante. Laquelle? L'importation de 61 000 barils par jour en provenance d'Espagne. Ah, ça, ouais. C'est un paradoxe énorme, parce que l'Espagne, elle produit pas de gaz. Non, pas du tout. Donc ce qui se passe physiquement, et la mécanique technique derrière ça est d'une inefficacité dingue, c'est l'utilisation du flux inverse sur l'ancien gazoduc. Exactement. En fait, l'Espagne achète du GNL, du gaz naturel liquéfié, sur les marchés internationaux. Du gaz qui a dû être refroidi à moins 160 degrés Celsius pour devenir liquide, Voilà, chargé sur des navires ultra sophistiqués, débarqué en Espagne. passé par une usine de regazéification pour retrouver son état gazeux. Et enfin, les compresseurs du fameux pipeline sont physiquement inversés pour repousser ce gaz vers le sud, vers le Maroc. Donc en fait, c'est du gaz algérien vendu à l'Espagne, puis revendu par l'Espagne au Maroc à l'envers. Les coûts accumulés à chaque étape sont colossaux. L'énergie dépensée juste pour liquéfier et regazéifier, ça rogne toute la rentabilité. C'est une solution de survie temporaire, mais c'est une aberration pour la compétitivité. Ce qui explique l'urgence absolue de ce gazoduc de 25 milliards. Il faut relier directement le Nigeria. Voilà, Mais ça nous amène à une question centrale. À quoi va servir exactement tout ce gaz une fois arrivé? parce que c'est là qu'il y a souvent une illusion sur le quotidien. Grave. La plupart des gens pensent que ce gaz, il va servir à remplir les petites bouteilles pour cuisiner ou chauffer les maisons. C'est totalement faux. Les documents montrent que ce gaz naturel, c'est le carburant de la haute industrie. Ok. Quel secteur, par exemple? Les rapports citent l'industrie automobile, l'aéronautique, qui sont en pleine explosion là-bas, et il y a aussi un usage local pour l'agriculture, notamment pour le chauffage dans l'élevage. D'accord. Mais le cœur de cible, l'acteur central qui justifie une part massive du projet, c'est l'OCP, l'Office chérifien des phosphates. Ah, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On touche à un point technique fascinant détaillé dans les sources, le rôle du gaz dans les engrais. C'est crucial pour l'agriculture africaine, ça. Souvent, on imagine qu'on se contente de brûler le gaz pour sécher le phosphate. Ouais, comme un gros four, quoi. Voilà, mais la réalité chimique est bien plus complexe. La chimie mondiale de la fertilisation repose sur un procédé appelé Haber-Bosch. Haber-Bosch,
Ok. En fait, l'agriculture moderne a un besoin vital d'engrais azotés. Et la brique de base, c'est l'ammoniac, le NH3. Donc un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. T'as bien suivi tes cours de chimio. L'azote, on l'a dans l'air, pas de souci. Mais le défi, c'est l'hydrogène. D'accord. Et l'hydrogène vient d'où? Du gaz naturel, le composant principal du gaz, c'est le méthane, le CH4. Donc à l'ECP, on prend ce méthane, on le soumet à des pressions extrêmes pour casser la molécule et en extraire l'hydrogène. Waouh. Cet hydrogène est ensuite combiné à l'azote pour faire de l'ammoniac. Donc le lien de causalité est implacable. Pas de gaz abordable, pas d'hydrogène, pas d'ammoniac, et pas d'ammoniac, pas d'engrais. Et sans ces engrais, les rendements agricoles de tout le continent sont menacés. Le gaz nigérien va littéralement finir incorporé dans le système alimentaire. C'est une question de sécurité alimentaire pure et de marge bénéficiaire. Si ce gaz coûte trop cher à cause des flux inversés espagnols, les entreprises perdent leur compétitivité face aux Russes ou aux Chinois. Exactement. Et ça nous amène au grand paradoxe de ce dossier. Ah oui, attendez une minute. On l'a dit au début, le Maroc investit massivement dans le soleil et le vent. Ouais. Alors pourquoi dépenser 25 milliards dans une énergie fossile avec une date de livraison pour 2031? C'est pas un peu à contre-courant? C'est une excellente question et l'analyse des limites actuelles des renouvelables y répond. En fait, le concept clé ici en ingénierie énergétique, c'est la charge de base, ou base load. Le fameux baseload. Les sources insistent énormément là-dessus. Bah oui, le solaire et l'éolien, c'est génial, mais ça a une faille intrinsèque, l'intermittence. Le vent tombe, le soleil se couche. Pour allumer la lumière chez soi, ça va. Mais pour la grande industrie lourde dont on vient de parler, Une baisse de tension soudaine, c'est un risque industriel majeur. bah oui, les fours doivent maintenir des températures de plusieurs centaines de degrés en continu. Si un nuage passe et que l'électricité chute, la température chute. Ce qui provoque un choc thermique. Ça peut fissurer les revêtements réfractaires à l'intérieur des hauts fourneaux. Ah la vache! Et ça, c'est des semaines de réparation et des millions perdus. C'est ça. Donc, l'industrie lourde nécessite une courbe d'énergie parfaitement plate, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et on ne peut pas juste stocker l'énergie solaire dans des batteries géantes. Pas encore. Actuellement, compenser cette intermittence nécessiterait des parcs de batteries d'une taille et d'un coût inimaginables. La technologie n'est pas prête pour restituer une puissance industrielle massive sur plusieurs jours sans vent. Ok, donc le gaz naturel est vraiment positionné comme l'énergie de transition indispensable. Exactement. Il n'entrave pas les renouvelables, il stabilise le réseau, il fournit une puissance pilotable à la demande. Donc tant que les prix du gaz permettront aux entreprises de faire des profits et tant que le stockage à grande échelle ne sera pas résolu, on ne l'abandonnera pas. Ce qui justifie cet investissement colossal sur le long terme comme une sorte de police d'assurance industrielle. C'est fascinant. Donc, pour synthétiser un peu tout ce qu'on a vu, ce projet, ce n'est pas qu'un transfert de ressources d'un point A à un point B. Loin de là, ouais. C'est une restructuration complète de la sécurité énergétique du Maroc face à un contexte géopolitique ultra volatile. C'est la fin d'une vulnérabilité logistique, en fait. Et c'est un moteur indispensable pour son industrie lourde, surtout pour les exportations vitales d'engrais de l'OCP. Et pour conclure là-dessus, j'aimerais soulever une dernière réflexion qui émerge de nos documents, mais qui va encore plus loin. Je t'écoute. Les sources mentionnent souvent que ce gazoduc va, je cite, « relier les économies de l'Afrique de l'Ouest ». Historiquement, les grandes infrastructures de ce type créent de l'interdépendance. C'est vrai, ça force à collaborer. Voilà. Si ce tuyau physique parvient vraiment à lier le destin économique et industriel de 13 nations africaines, Ouais. est-ce que ça ne pourrait pas créer, à terme, un tout nouveau bloc économique? Un bloc soudé par la cogestion de cette infrastructure, capable de négocier d'une seule et même voie, d'égal à égal, avec l'Europe à l'avenir. Waouh! C'est une perspective qui donne une toute autre dimension à ces 6900 km de tuyaux. Ce n'est plus de l'acier, c'est de la diplomatie en fusion, quoi. C'est exactement ça. Eh bien, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie. Comprendre la technique et les chiffres, ça permet vraiment de déchiffrer les véritables enjeux mondiaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.